Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode déjà de notre série JS idiomatique dans laquelle on apprend à faire du JavaScript moderne, concis, expressif, conforme à l'esprit du langage. On fait suite à la vidéo de la semaine dernière sur le binding et this en JavaScript pour parler cette fois-ci des fonctions fléchées. Leur syntaxe est bien connue, elles sont assez populaires, mais elles sont souvent mal comprises, ce qui peut donner lieu à des soucis opérationnels ou à tout le moins une utilisation qui est inadaptée. Alors franchement, même si tu penses connaître le sujet par cœur, comme d'habitude, je te recommande d'aller jusqu'au bout, pas seulement pour les génériques rigolos, mais parce que je ne serais pas surpris que tu apprennes des trucs. On t'a mis, comme d'habitude, le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description pour que tu puisses retrouver facilement les parties qui t'intéressent et les partager spécifiquement autour de toi. Et puis, je te rappelle qu'il y aura 14 vidéos au total dans cette série, sans même parler de tout ce qu'il y a derrière. Donc pense à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne rien rater. Comme d'habitude, les commentaires te sont ouverts, donc si tu as la moindre remarque, question, anecdote, complément, tu veux nous dire un mot gentil, n'hésite pas, on sera toujours ravis de te lire. Allez, les fonctions fléchées en JavaScript, c'est parti. Pour commencer, reprenons les deux raisons majeures pour lesquelles on utilise les fonctions fléchées en JavaScript. La première, c'est la concision de la syntaxe. C'est généralement moins de code à écrire, voire beaucoup moins de code à écrire, de passer par une fonction fléchée que par une fonction traditionnelle. On verra que ça ne justifie pas pour autant de passer sur les fonctions fléchées quoi qu'il arrive. Les fonctions fléchées ne sont pas une panacée. Il y a des cas de figure où elles ne sont pas adaptées. On verra ça en fin de vidéo. Et puis la deuxième raison, c'est ce qu'on appelle la lexicalité du this, puisque this, au même titre d'ailleurs que trois autres éléments, ne se comporte pas dans une fonction fléchée comme dans une fonction traditionnelle, et notamment, il va utiliser le this en vigueur dans la portée englobante, ce qui est souvent, mais pas toujours, ce qu'on veut. Ce sont deux aspects d'ailleurs qui sont complètement indépendants l'un de l'autre, alors sauf si tu es très très bien payé, auquel cas tu es obligé de dire qu'ils sont orthogonaux, on peut très bien utiliser l'un sans s'occuper de l'autre ou réciproquement. Il n'y a pas d'interconnexion, d'interrelation entre ces deux aspects des fonctions fléchées. Commençons du coup par la syntaxe et sa concision. La syntaxe des fonctions fléchées, elle va démarrer par la signature, d'accord ? Donc cette signature va en général être entre parenthèses, il n'y a donc pas de mots-clés avant, il n'y a pas de nom de fonction non plus. Il y a juste la signature entre parenthèses avec la liste des paramètres. On a accès à toutes les syntaxes standards qu'on aurait sur les fonctions traditionnelles aussi. Donc on a accès à la déstructuration, on a accès aux paramètres REST, etc., les valeurs par défaut et compagnie. Si ce sont des sujets que tu ne maîtrises pas, eh bien, je t'invite à regarder le reste de notre série JS idiomatique et notamment les vidéos d'il y a quelques semaines où on les couvre individuellement en détail. On a donc cette signature entre parenthèses. Techniquement, la syntaxe t'autorise, s'il y a un seul paramètre, à ne pas mettre les parenthèses. C'est une simplification de syntaxe qui a visé surtout ce qu'on appelle la déclaration de chaîne de Curie, ce qui concerne quasiment personne, soyons clairs. Et du coup, la bonne pratique, c'est plutôt de tout le temps mettre les parenthèses. C'est d'ailleurs reflété dans les réglages par défaut de formateurs ultra populaires comme Prettier, qui, avant leur version 2, étaient restés sur un réglage, on enlève les parenthèses si c'est possible, et depuis la version 2, sont par défaut sur un réglage, on met les parenthèses quoi qu'il arrive. C'est beaucoup plus facile de repérer dans ton code que tout d'un coup là, il y a un littéral fonction fléchée qui est passé en callback par exemple ou autre, s'il y a les parenthèses, plutôt que en ne les mettant pas. Notamment parce que le égal supérieur ressemble un peu au supérieur égal. Donc c'est beaucoup plus facile à repérer tout de suite qu'on a une fonction lorsqu'on a les parenthèses autour d'un paramètre unique. Et de toute façon, s'il n'y a pas de paramètre ou s'il y en a plusieurs, tu es obligé de mettre les parenthèses. Donc premier point, la signature. Deuxième point, la flèche. Égal, supérieur, qu'on appelle parfois la fat euro, c'est pas sympa franchement parce qu'elle a rien demandé, c'est pas sa faute. Et en plus de ça, il n'y a même pas de thin euro. Qu'est-ce que c'est que ce body shaming ? Et derrière ça, derrière cette flèche, deux cas de figure. Soit on a des accolades, et auquel cas, c'est un bloc de fonctions. Donc ce sont des accolades au même titre que les accolades d'une fonction classique. C'est un bloc de fonctions, et dedans, on va pouvoir mettre donc tout ce qu'on veut, et il n'y a notamment, et c'est très important, pas de return automatique. Donc c'est à nous, dans notre fonction, si on souhaite qu'elle renvoie quelque chose, de faire un return explicite,
comme dans une fonction traditionnelle. En revanche, si derrière la flèche, il n'y a pas d'accolade, il y a n'importe quoi d'autre, eh bien, on est sur une expression, aussi complexe soit-elle, et cette expression va être automatiquement renvoyée, ce qui est très, très, très pratique. On va regarder ça en détail sur des exemples. Alors, commençons par regarder ce code. On a 3 personnes, Alice, Bob et Claire, comme d'habitude, et vous voyez qu'ici, on est sur du code sans fonction fléchée. Donc on a notre mot-clé function, on a nos accolades, on a le return, etc. Et ce sont pourtant des petites fonctions qu'on appelle souvent des one-liners, c'est-à-dire des petits prédicats, comme c'est le cas pour filter, ou des petits mappers, comme ce qu'on passe dans map, et qui prennent leur argument, qui calculent une petite expression vite fait, et qui la renvoient. Donc ce truc-là fonctionne, bien sûr, ça marche ici, si tu regardes, voilà, j'ai bien Alice et Claire qui sont filtrés, de la même manière que ici, j'ai bien Alice et Claire, les names qui ressortent au final, mais évidemment c'est un petit peu verbeux par rapport à ce que j'ai envie de faire. Donc on va pouvoir transformer ça en fonction fléchée comme ceci, merci Copilot, voilà, et on a en effet, voilà, on va avoir un peu le même résultat ici, avec quelque chose de très très court, puisque j'ai ma flèche, et en l'occurrence, c'est directement une expression que je vais auto-renvoyer. Donc je peux me passer du return et des accolades et tout ça, et là, même chose, je vais travailler avec le fait de renvoyer person.name. Et donc je vais bien obtenir le même résultat au final. Alice et Claire, donc seulement les names des personnes dont l'âge est d'au moins de 18 ans. On a une syntaxe qui est beaucoup plus courte. On pourrait même tout à fait, encore une fois, accéder aux syntaxes traditionnelles dans notre signature. Si je décide par exemple de déstructurer ça en disant non, tiens, je vais aller chercher age directement dans l'argument, même chose ici, un map de pic classique, donc un truc qui va dire, voilà, moi je prends juste le name de mon argument. J'ai une parenthèse ouvrante qui s'est perdue dans l'histoire. Voilà, donc on peut tout à fait utiliser toutes les syntaxes, les restes, les déstructurations, les valeurs par défaut, etc. dans les signatures de fonctions fléchées. Il n'y a pas du tout de limitation par rapport à ça. On a les mêmes syntaxes de signature que sur de la fonction traditionnelle. Mais on obtient ici quelque chose, évidemment, qui est beaucoup plus compact que ce qu'on aurait avec des fonctions traditionnelles, et c'est là où la concision de syntaxe des fonctions fléchées est particulièrement appréciable. C'est vraiment dans ces petits one-liners, ces petits trucs courts, qu'on gagne considérablement à les utiliser. Maintenant, attention, ça n'est pas sans risque. Imaginons par exemple qu'on ait ce tableau de personnes remarquables et bonus points si tu sais reconnaître ce que représentent ces 7 prénoms, et on a un map comme ça qui va chercher très bien les longueurs, simplement pour l'instant. Donc ok, très bien, sizes vaut bien effectivement 4, 4, 5, 5, 7, 5, 6, parfait. Maintenant, imaginons qu'en fait, on veut que notre fonction fléchée, certes, renvoie à la volée une expression, mais cette expression est un littéral objet. On pourrait, juste par habitude, en fait, commencer à poser notre littéral objet, voilà, clac, on va dire par exemple, tiens, il y a un size qui serait name.length, et regarde, c'est extrêmement bizarre ce que ça m'affiche, je pourrais même dire, puis il y a name, tu vois, en syntaxe courte, non, undefined. Qu'est-ce qui se passe? Ça semble pourtant être ce qu'on veut, ce littéral objet, avec un size qui vaut name length et puis name qui vaut name. C'est de la notation concise. Si t'es pas clair sur la notation concise, je te mets quelque part un lien vers notre vidéo sur le sujet. Et le souci ici qu'on a, c'est que les accolades ne sont pas les délimiteurs d'un littéral objet. On est en fait dans une position grammaticale, une position au niveau du code, qui n'autorise pas seulement les expressions, mais aussi les blocs, aussi les instructions, enfin spécifiquement les accolades de blocs. Et donc, encore une fois, comme je l'ai dit, si la flèche est suivie d'accolades, ce sont forcément des accolades de blocs. Alors, ce qui peut te surprendre, c'est que le contenu de ces accolades soit un bloc valide. En fait, ce qu'on a ici, c'est qu'on a une expression qui, du coup, est une instruction, et le size de point que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle une étiquette d'instruction. Je te mez dans la description un lien vers un article qu'on a écrit il y a 2 ans sur les courts-circuits multiniveaux dans les boucles, et notamment à l'aide des étiquettes. On a une expression ici qui est étiquetée avec size de point, et cette expression, c'est une expression à virgule. Partout où on peut avoir une expression en JavaScript, on peut avoir en fait plusieurs expressions séparées par des virgules, elles sont toutes évaluées, et la valeur totale de l'expression à virgule, c'est le dernier élément. Donc là, en fait, cette expression globale, elle vaut name, bon, très bien, sauf qu'on est dans un bloc de fonctions. Et donc, il n'y a pas de return automatique. Il n'y a pas de return explicite entre ces accolades, donc ça marche pas. En fait, évidemment, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ça, c'est absolument pas ce qu'on avait l'intention de faire. On voulait pas du tout un tableau d'undefined, évidemment. Comment est-ce qu'on peut corriger ça si on souhaite rester avec des fonctions fléchées? Parce que bien sûr, on peut passer sur de la fonction traditionnelle et puis tout va bien. Eh bien, il y a 2 approches. Soit effectivement, on dit ok, d'accord, du coup, je vais mettre un vrai return.
Hein, on va faire un truc genre, ok, return, clac, hop, et mon accolade de fin, et voilà. Et donc ça va marcher, j'ai mon tableau avec, je vais avoir mes différents noms. C'est un peu dommage, parce que finalement c'est presque plus long, à peu de choses près, que si on l'avait fait avec une fonction traditionnelle. Hein. La bonne approche ici, c'est plutôt de forcer les accolades qu'on avait tout à l'heure. Hein, donc je reviens sur le code que j'avais avant, de forcer ces accolades à désigner un littéral objet. Et pour ça, il suffit de les placer dans un contexte qui n'autorise que les expressions. Et la manière neutre et concise de faire ça en JavaScript, c'est simplement d'enrober par des parenthèses. Dès l'instant où on enrobe par des parenthèses, on est dans un contexte expression en fait. Les accolades vont désigner automatiquement un littéral objet. Et du coup, ça fait bien ce qu'on dit. C'est bien une propriété size qui vaut nameLength, c'est une propriété name concise qui vaut donc name. Hein. Donc, faut se méfier de ça parce que parfois, ça nous donne des résultats un petit peu chelous quand on écrit par exemple des réducteurs Redux ou des choses comme ça. On écrit souvent des petites fonctions si on les écrit sous forme de fonctions fléchées. Ça donne souvent des trucs où, tiens, on récupère l'état global applicatif par exemple, on va y piocher deux trucs, on va y piocher genre, je dis n'importe quoi, goals et today, voilà. Et en fait, notre fonction, elle renvoie juste ces deux propriétés-là sans y toucher. Donc c'est comme une sorte de underscore pick dans l'Odash. Hein. Ça va récupérer deux propriétés parmi d'autres dans un objet qu'elle est structurée. Ça renvoie un objet avec juste ces deux propriétés-là sans y toucher. Et ça marche très bien, mais c'est un peu surprenant quand on démarre parce qu'en fait, on a exactement les mêmes caractères à gauche et à droite de la flèche, c'est juste qu'ils n'ont pas du tout le même sens. À gauche de la flèche, on est dans une signature de fonction qui déstructure son argument unique pour aller y piocher des propriétés de manière nominative. À droite de la flèche, on a un littéral objet avec des propriétés concises. Donc c'est un petit peu surprenant. Il ne faut pas hésiter du coup, si tu écris des fonctions sélecteurs qui peuvent être ambiguës pour une bonne partie de l'équipe, d'abord à former ton équipe, n'hésite pas à l'envoyer chez nous, pour que ça ne soit plus du tout ambigu pour eux. Mais tu peux éventuellement dire, tant pis, je vais garder ma notation concise pour mon renvoi, mais je vais utiliser une bonne vieille fonction. Je vais écrire par exemple, function, select settings, voilà, et puis je ferai un truc comme ça. Voilà, c'est absolument pas la fin du monde. Ça a le mérite d'être tout de suite beaucoup plus explicite pour tout le monde. Et c'est pas du tout la mort d'avoir déclaré ça en function. Ça permet même d'ailleurs de tirer parti du hoisting qui est fait sur select settings en pouvant l'utiliser plus haut dans le code, dans la même portée en synchrone. On est plus haut dans le code et on fait directement un truc du style constData égale, puisqu'on parlait de sélecteur, on va supposer qu'on est en React avec des hooks. Select settings. Select settings elle est carré plus bas, c'est pas grave, elle est en function, donc elle est hoistée. Hein. Ce serait pas le cas si on l'avait déclaré en tant qu'expression de fonction et donc notamment en tant qu'expression fléchée. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je profite d'ailleurs du fait qu'on vient d'évoquer que les fonctions fléchées sont des expressions de fonction pour te rappeler que dans la signature d'une fonction fléchée, il n'y a pas de nom, hein, et donc elles sont à la base anonymes. Et donc on pourrait supposer que toutes tes fonctions fléchées vont être anonymes. En fait, c'est pas tout à fait le cas, comme tu peux le voir ici, puisque ES 2015, qui a introduit les fonctions fléchées, a également introduit ce qu'on appelle l'inférence de nommage pour les fonctions anonymes. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'exception des callbacks définis directement dans l'appel, au moment de positionner l'argument, eh bien, tous les autres cas de fonctions anonymes, en fait, vont être affectés à un identifiant, vont être affectés peut-être à une propriété d'un objet, ou à une variable, ou des choses comme ça. Et dans ces cas-là, il y aura nommage. Donc tu vois par exemple que là-haut, je suis sur une fonction anonyme, fléchée ou pas d'ailleurs, hein, mais qui n'est pas affectée, ou qui est passée directement en callback, des choses comme ça. En effet, là, le nom, la propriété de name, du coup, de la fonction est une chaîne vide. En revanche, tu vois que j'ai ici une fonction fléchée qui renvoie, 42, elle est anonyme, mais je l'affecte à foo. Et bien, du coup, son name devient effectivement foo. Et restera fou, même si ensuite on la réaffecte. En dessous, même chose d'ailleurs avec une fonction traditionnelle anonyme, hein, son name devient bar. Note que si ta fonction, elle n'est pas anonyme à la base, même si c'est une expression de fonction, elle va conserver son nom de définition. Hein, par exemple ici, j'ai une fonction en mode expression de fonction, sauf qu'elle a son propre nom, hein, entre function et parenthèse, on a un nom, donc mi. Peu importe que je l'affecte à huhu, ça n'empêche pas que son name, ce sera mi. Hein. Donc petit détail sympathique qui fait que ES 2015 essaie de auto-nommer intelligemment nos fonctions anonymes chaque fois que ça lui est possible pour nous faciliter le débugage. L'autre raison pour laquelle on utilise les fonctions fléchées, c'est ce qu'on appelle la lexicalité du this. En fait, pour rappel, lorsqu'on est sur une fonction traditionnelle, donc une fonction déclarée avec function
ou une méthode concise comme ici, eh bien le this ainsi que 3 autres trucs, le super, le new.target et argument, est défini au moment de l'appel. C'est ce qu'on appelle le Function Environment Record, le FER de la fonction. Il contient pas mal de choses, dont ces 4 trucs-là, qui sont définis au moment de l'appel. Donc ça n'a absolument rien à voir avec comment c'est déclaré. Ici, par exemple, j'ai Bob, il a une méthode greet, bon, très bien. Alice a son propre name et sa méthode greet, c'est en fait exactement la même fonction en mémoire que celle de Bob. Tu vois que si je fais alice.greet, évidemment, le this, il va référencer Alice, et donc this.name va référencer Alice. Le fonctionnement ici, il est connu, il est maîtrisé. Si c'est pas clair pour toi, et bien justement, hop, petit lien vers la vidéo de la semaine dernière qui t'explique tout ça en long, en large, en travers. Mais ce n'est pas le cas avec les fonctions fléchées. Si je dis, voilà, je change greet et j'en fais une fonction fléchée, il va se passer du salut, moi c'est undefined ici. Ça va pas du tout donner ce que tu crois. Pourquoi ? Eh bien, parce que tu as beau faire cet appel, le fameux appel ici, sujet, verbe, complément, c'est-à-dire accès à un objet contenant une propriété qui s'avère être ta fonction, indexation de la propriété et appel immédiat dans le même terme d'expression, le this ne va pas être défini comme tu t'y attends. Et c'est évidemment un problème. Le cas que tu as en général, c'est pas celui-là, justement. Tu vas utiliser en général une fonction fléchée pour une fonction qui utilise this, parce que tu es déjà dans un contexte où il y a un this en vigueur et c'est celui-là que tu veux garder. Par exemple, lorsqu'on faisait encore des composants React à base de classes, ce qui est plus du tout recommandé, sauf si tu es en train de faire un périmètre d'erreur ou de faire des dump snapshots, sinon au contraire, fais des fonctions composants et utilise des hooks. Mais ça nous aidait bien parce qu'on se retrouvait régulièrement à faire des fonctions fléchées sous forme de callback en fait pour nos maps, pour faire des listes de composants, des choses comme ça, ou dans des gestionnaires d'événements comme ici le onClick, etc. Et on voulait que le this soit effectivement notre composant, notre instance du composant. Ici, c'est exactement ça qui se passe. Si on regarde le this ici, il est dans une fonction fléchée qui est passée en argument, en valeur, pour la propre onClick. Cette fonction fléchée, elle existe elle-même au sein d'une autre fonction fléchée, qui est le callback du map. Et ce map, lui, existe dans la méthode concise render, qui est donc une fonction traditionnelle avec un comportement de this traditionnel. Et bien là, le this qui est dans cette fonction fléchée, c'est pas un this spécifique à sa fonction fléchée, il n'est pas non plus spécifique à la fonction fléchée passée en callback du map, ça va être le this en vigueur dans render, qui est toujours le bon parce que ça c'est appelé par la mécanique interne de React et donc c'est appelé avec le bon this. Et du coup il va trouver notre méthode toggleItem qui est définie au niveau de la classe en méthode d'instance. Pourquoi est-ce que ça se comporte comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on garde le this en vigueur dans la portée englobante ? Il y a des tas de gens qui vous disent que c'est parce que par exemple les fonctions fléchées c'est un peu comme si elles auto-bind. En fait rien n'est plus faux, c'est exactement l'inverse qui se passe. Une fonction fléchée, dans son FER, son Function Environment Record, elle n'a pas d'entrée pour this, arguments, super et new.target. Et donc, lorsque ces identifiants sont présents dans la fonction fléchée, ils sont résolus comme n'importe quel autre identifiant, ils sont résolus comme document ou console ou gabusomeux, ils sont résolus lexicalement, c'est-à-dire en remontant les portées englobantes, en cherchant les variables locales, puis en remontant dans les définitions de la portée englobante, et de l'englobante, etc., jusqu'à tomber sur une portée qui les a, et si on n'a aucune, reference error. Et en général, la portée englobante qui va contenir this notamment, mais aussi, et attention au piège, arguments ou tout ça, ce sera la fonction traditionnelle ou la méthode concise qui nous englobe au plus près. Ici, en l'occurrence, c'est render. Donc, une fonction fléchée est même quelque part un peu plus légère. C'est vrai, on parle de femtosecondes quasiment, mais effectivement, sa mise en place, son initialisation d'appel par le moteur JavaScript nécessite moins de travail. Il n'y a pas ces 4 références dans le FER qui sont mises en place. Et donc, en plus de ça, ça nécessite très légèrement moins de mémoire. Quelques octets de moins sur le fonctionnement. Le truc, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Ça veut dire qu'une fonction fléchée, on en reparlera tout à l'heure, ne peut pas avoir son propre this, même si on dirait que. Elle ne peut pas non plus avoir son propre argument, même si aujourd'hui on s'en fout un peu parce qu'on passe par des paramètres REST pour ça. Donc c'est la raison pour laquelle le this est lexical, mais il n'y a pas que lui, encore une fois. Argument est lexical, super est lexical, new.target est lexical, et donc ça limite aussi les cas d'usage pour les fonctions fléchées, comme on va en parler maintenant.
Les fonctions fléchées, en effet, ne sont pas une panacée, c'est pas une solution systématique qui marche tout le temps. Il y a des cas de figure où on va devoir passer notamment des callbacks à des API où le contrat d'appel de nos callbacks, c'est pas simplement des arguments, c'est aussi le this qui va être en vigueur. C'est le cas notamment pour tout ce qui est event emitter, hein, donc les nœuds du DOM, les flux, que ce soit Node ou What Working Group côté browser. C'est le cas dans pas mal d'autres situations, pas mal d'autres outils. Ici, par exemple, j'utilise Mocha.js comme harnais de test. Bon, tu devrais utiliser Jest, hein, mais là, c'est un exemple. Dans Mocha.js, si on veut customiser le timeout d'un test précis, eh bien, ça se fait via le this.timeout dans la fonction fléchée. Donc, le code que tu as à l'écran, il ne va pas marcher. Il va pas marcher parce que j'ai mis une fonction fléchée. Cette fonction fléchée, même si le moteur de Mocha l'appelle en faisant un call ou un apply, il va avoir l'impression, il n'y aura pas d'erreur, il va avoir l'impression que ça marche, mais en fait pas du tout. Je n'aurai pas le this qui m'a été transmis. Le this que je vais avoir, c'est le this en vigueur dans la portée englobante. En général, ça sera la portée globale dans mes tests. Et il n'y a pas de this en vigueur. Si je suis en mode strict, il est undefined. Sinon, c'est l'objet global de Node, par exemple, ou du browser si tu fais tourner ton test Mocha dans le browser. Donc, il n'y a pas de timeout dessus, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, ce code-là ne marcherait pas. J'ai voulu économiser quelques caractères en mettant la flèche plutôt que function. Bon, bah voilà, je me fais avoir, j'ai besoin du this sur ce coup-là. Une fonction fléchée n'est pas à même de me donner ça. Même son de cloche ici, par exemple, dans Jest cette fois-ci. Dans Jest, on peut étendre les matchers et les assertions qui sont proposées par expect dans Jest. Il y a un truc qui s'appelle expect extend, comme ça, qui permet de rajouter des choses. Il y a tout un écosystème extrêmement riche d'assertions métiers étendues dans Jest, et c'est très bien. Comment est-ce qu'on peut implémenter correctement nos matchers personnalisés et s'interfacer correctement avec l'environnement d'exécution de Jest et son environnement de reporting en cas d'erreur ou en cas de succès via le this de nos méthodes. Donc si j'utilise une méthode concise, ça va marcher. J'aurai accès au this qui va bien. Je pourrais utiliser isNot ou expand ou promise par exemple pour mon environnement d'exécution, equals pour du deep equals, utils pour m'interfacer avec le rendu. Mais si j'avais déclaré ça sous forme d'une fonction fléchée, genre comme ceci, hein, eh bien ce code-là ne marcherait plus en fait. J'aurais pas accès au bon this, je ne pourrais pas implémenter correctement mon matcher. Même chose ici, cette fois-ci, avec un flux readable personnalisé dans Node. Une des manières d'implémenter un flux comme ça quand c'est du one-shot, quand on ne souhaite pas en faire une classe, c'est d'instancier la classe de base readable en lui fournissant parmi ses options une option read, qui sera une méthode qui effectivement contient l'implémentation réelle en cas de lecture de données, ce qui est quand même le comportement de base. Et en fait, cette méthode, pour pouvoir fonctionner, elle a besoin d'avoir un this qui va bien, qui sera le flux lui-même, parce qu'elle va ainsi accéder à une méthode interne, privée entre guillemets, qui s'appelle push, et qui va lui permettre d'alimenter les données qui seront lues. Bah, évidemment, si j'avais déclaré ce read non pas comme une méthode concise ici, ou .function, mais parenthèse size, parenthèse flèche, je n'aurais pas le bon this, et je ne pourrais pas implémenter ça correctement. Et la dernière chose qu'on va regarder ensemble d'ailleurs, c'est vraiment insister sur ce côté, une fonction fléchée ne va pas marcher comme tu t'y attends. Ici, je suis sur une fonction traditionnelle, bah, tu vois que voilà, je peux faire un call dessus, forcer un this précis, tu vois que cette fonction utilise this, elle n'est même pas dans un objet. Hein. Eh bien, voilà, je peux faire un call dessus, je peux forcer son this. Je vais pouvoir faire un bind dessus, et effectivement, je vais avoir la bonne identité qui est retenue par la fonction résultat du bind. Ça va pouvoir fonctionner, je vais pouvoir être utilisé correctement. C'est pas du tout le cas si je suis sur une fonction fléchée. Hein. Tu vois que je vais rester sur undefined et je n'ai pas d'erreur. Le fait d'appeler call ou bind ou apply ne va pas lever une erreur. Hein. C'est simplement que techniquement, le this ne sera pas dans le function environment record et donc je vais utiliser le this qui va être résolu lexicalement. Là, je suis dans la portée globale. Le this, c'est l'objet global. Il n'a pas de propriété name dans mon contexte et du coup, je suis sur undefined. Donc, les fonctions fléchées, c'est pas la panacée systématique, c'est pas ce que tu veux nécessairement. Essentiellement, si tu as besoin de contrôler le this, il te faudra une fonction traditionnelle. Même chose si tu veux tirer parti du hoisting. Une fonction déclarée avec function et pas en tant qu'expression, vraiment déclaration de fonction, elle bénéficie du hoisting. Donc cette fonction process item, elle a beau être déclarée en bas de sa portée de définition, elle est techniquement accessible dès la toute première ligne. On a vu ça en détail, hoisting, portée, etc., mots-clés déclaratifs. Dans une vidéo toute récente, je te mets la fiche quelque part au-dessus. Ce qu'il y a, c'est que c'est très pratique, ça me permet d'avoir mon algo principal en premier, et ensuite les détails sous forme de fonction locale. Je ne peux pas faire ça avec une expression de fonction. Que ça soit parce que j'ai utilisé le mot-clé function,
comme ça, hein, ou parce que j'ai utilisé une fonction fléchée qui est nécessairement une expression de fonction. Hein. Tu vois, je me suis dit, ah bah ouais, ça va être super pratique, je vais pouvoir faire ça court et tout. Oui, certes, mais c'est une expression de fonction. Je ne peux pas y accéder, même, alors là, ça me dit juste cannot access parce que je suis en const, en var, ça me dirait juste undefined, hein, puisque le var est OST aussi, mais seulement la déclaration. Je ne peux pas bénéficier de ce confort, je serais obligé de le mettre avant, d'avoir tous les détails avant d'avoir l'algo principal. Hein. Donc, juste pour le hoisting, je peux vouloir utiliser une déclaration de fonction traditionnelle aussi, si j'ai pas des histoires de je veux garder le 10 englobant ou des choses comme ça. Voilà, c'était tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions fléchées de S 2015. Et toi, alors, est-ce que tu utilises les fonctions fléchées par défaut? Est-ce que tu savais qu'apply, call, bind ne marchent pas en fait, mais de manière discrète dessus? Que les fonctions fléchées n'ont pas leurs propres arguments? T'es-tu déjà fait avoir en essayant de renvoyer un littéral objet qui en fait était interprété comme un bloc? Est-ce que tu as d'autres choses à apporter au débat ou des anecdotes, des explications en plus? Dis-nous tout dans les commentaires. Si le sujet t'intéresse au point que tu veuilles creuser ça davantage, hein, sache qu'on a d'ailleurs fait il y a déjà un moment un long cours vidéo d'1h30 abordable qui va vraiment dans le détail sur les fonctions traditionnelles, le banning, le this, la différence avec les fonctions fléchées. Il y a une tonne d'exemples, de diagrammes et de schémas animés, d'astuces de dingue, dont réimplémente bind, etc. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la description. Pense aussi, s'il te plaît, à t'abonner, hein, parce que nos prochaines vidéos de la série vont parler de l'optional shelling et de la nullish correlation, qui sont un sujet hyper cool, des opérateurs d'affectation logique, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, mais c'est un peu passé sous le radar de tout le monde, des séparateurs numériques, chers à mon cœur, des modules ECMAScript, et ça, c'est sans même parler de tout ce qu'on a prévu pour après sur la chaîne. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de nous mettre un petit pouce bleu, puis surtout, parle-en autour de toi, sur tes réseaux sociaux, auprès de tes collègues, aide-nous à grandir et à aider chaque jour davantage de devs. Voilà, merci beaucoup de nous avoir regardé jusqu'au bout, t'es trop fort, je te dis à très vite pour le prochain épisode.